Les Clés de la Ville, en direct de Lyon. Une coproduction Radio Imo et Le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier Amepi, Maxime.fr et Arkea Banque. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième ville de France. Ravi d'être avec vous à Lyon, dans cette magnifique ville, dans ce splendide écrin. C'est un petit peu le coup de cœur, comme vous le savez, ma chère Béatrice. Nous sommes ici à Lyon, qui est ma ville de naissance. Et oui, je suis né à la Croix-Rousse, donc je reviens sur les pas. Quelques 33 ans après, quand même, il était temps. Merci en tout cas d'être avec nous pour ce second numéro des Clés de la Ville. On est ravis, on fait notre tour de France de l'immobilier. Nous posons nos valises telles des saltimbanques et à découvert des territoires, oui, parce qu'il faut donner la parole aux territoires. Et il y a, on va dire, un immobilier en dehors des limites du périph' à Paris. Voilà, et ce n'est pas Olivier Marin qui va me contredire, rédacteur en chef immobilier au sein du groupe Figaro, qui me dira le contraire. Salut Olivier. Non, bonjour Sylvain. Comment ça va Olivier? Très bien. Alors moi je suis parisien. Bon, alors, je suis pas le régional de l'étape. En tout cas, je suis très heureux d'être ici à Lyon, donc pour cette seconde émission. C'est le deuxième rendez-vous des Clés de la Ville. Donc émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle tous les mois. On se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire, parler immobilier bien sûr, mais aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter. Ça, c'est notre promesse. Décrypter les tendances, dévoiler des projets, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Donc, après Nantes le mois dernier, on est à Lyon. Et au sommaire de l'émission, notre grand témoin, Béatrice Vessillier, bonjour. Bonjour. Vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de l'urbanisme, conseillère municipale de Villeurbanne. On a beaucoup de questions à vous poser. Et puis on va avoir dans l'émission un spécialiste, ou plutôt une spécialiste de l'architecture, c'est Anne-Sophie Clémençon. Nous aurons le président de l'association des bouchons lyonnais, Benoît Josserand. Un professeur d'histoire contemporaine à l'Université Lumière, c'est Bruno Benoît. Sans oublier des experts de l'immobilier, de la rénovation et du logement. Un sacré programme pour première. Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Lyon, l'édito, c'est à vous. Les Clés de la Ville, l'édito. Et oui, nous sommes dans notre bonne vieille ville de Lyon. Si je vous dis à droite un fleuve, à gauche une rivière, peut-être une confluence idéale pour établir une cité. Luc Dunhomme, à l'époque romaine, Lyon aujourd'hui, troisième ville de France. C'est 2000 ans d'histoire et un âge d'or à la Renaissance française. Un destin entre Saône et Rhône qui va forger une identité propre à celle que l'on surnomme, entre autres, la capitale des Gaules. Je dis entre autres car Lyon est une ville aux 1000 visages. Vous le savez, Béatrice, les périphrases sont légion. La ville lumière d'abord, la vraie. Vous diront les Lyonnais que vous croiserez dans le dédale des rues du centre historique plusieurs hypothèses sur l'origine étymologique du mot Luc Dunhomme. Parmi elles, l'une confirme cette idée de lumière. Vous le savez, le nom proviendrait de lux, lug, on dit lux. Voilà, en latin, c'est la lumière. Et Dunhomme, la colline, peut-être une colline de lumière. Des lumières que l'on retrouve aussi à la fin du XIXe siècle. Si je vous dis Louis et Auguste, vous allez me dire Louis et Auguste, lumière, bien évidemment. Ils auront réalisé le premier film de C'était une question, ça vous festival. En plus, on est en plein dans le festival. Voilà. En plus, en plein dans le festival. Tu vois, on est hyper raccord, hein, Olivier. Ouais. L'histoire du cinéma a commencé ici. C'était le 19 mars 1895, la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Pour la petite histoire, désormais, est-ce que vous savez, Béatrice Vessillier, que tous les ans, le 19 mars, les Lyonnais commémorent la sortie des usines Lumière? Ah non, j'ai en tête une autre année. Voilà, ils se réunissent devant l'Institut Lumière pour figurer dans le remake de la sortie de l'usine. Alors, vous l'avez compris, à Lyon, on fête les Lumières, et ça depuis la naissance d'une tradition, le 8 décembre 1852, et l'inauguration, bien sûr, de la chapelle de Fourvière. Alors, des Lumières, lui, il connaît bien, c'était sa marque de fabrique dans ses concerts. Vous l'avez reconnu ?
Jarre, bravo, bien sûr, l'éternel, l'inénarrable Jean-Michel Jarre. Voilà, merci Fanny. Voilà, vous l'avez reconnu, c'est le compositeur de musique électronique qui est né ici dans le 4e arrondissement. Moi aussi, voilà, je suis né à la Croix-Rousse. Merci en tout cas, effectivement, à Jean-Michel Jarre de nous apporter autant de joie avec sa musique, une musique internationale, une fierté. Tout le monde se souvient de son concert géant, vous vous en souvenez ? Lorsque le pape Jean-Paul II est venu. Voilà, on va y revenir. Tout le monde se souvient, donc c'était il y a combien de temps alors ? C'était en 86. Oui, donc tout le monde, je ne sais pas. Mais enfin, voilà. Nous, oui, mais bon. Voilà, mesdames et messieurs, vous n'étiez peut-être pas nés. Alors, on l'a dit en introduction, Lyon est une ville aux 2 collines. Mais aux 1000 visages, aux 1000 périphrases. Lyon, c'est la cité des guns, des canuts, des trabous, des bouchons. Lyon, c'est aussi des grands-messes populaires. C'est le charme d'ailleurs des grandes soirées européennes dans le temple du football lyonnais qui était Gerland. Dans la surface, elle est patente, c'est on a du score, Eh oui, Lyon, c'est l'illustre théâtre aussi de Guignol. Vous savez, une marionnette créée par un dentiste. En fait, il a créé cette marionnette pour faire patienter, voilà, pour détourner l'attention de ses patients quand on lui arrachait les dents. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie quand même. Il fallait vraiment détourner l'attention. On écoute ça. Vous n'auriez pas vu mon neveu Niafron, parce que Niafron devait m'aider et ramener le sac. Attendez, il n'est pas par là. Ouais. Est-ce qu'il ne serait pas derrière vous par hasard ? Non. Les modes passent, mais Guignol reste. Et voilà, c'est une institution. Il faut respecter les institutions et les traditions. Il fait partie désormais du patrimoine, tout comme évidemment, par exemple, la place Bellecour, la plus grande place piétonne d'Europe, avec le parc de la Tête d'Or, qui est le plus grand parc urbain d'Europe. Donc si je résume, Lyon, c'est la capitale des Gaules, ville lumière, mais aussi cité des papes. À la fin du XIe siècle, le pape Grégoire VII décerne le titre de primat des Gaules à l'archevêque de Lyon, un titre très envié, qui n'a jamais été remis en cause depuis cette date. Cité des papes aussi, avec la visite, on l'a dit tout à l'heure, de la visite historique de Jean-Paul II. C'était début octobre 1986. Ceux qui étaient nés à l'époque s'en souviennent. C'est pas le cas de Pierre Leroy, bien évidemment. Surtout s'ils étaient au concert de Jean-Michel Jarre ou à Gerland le lendemain. Donc 2 papes à Lyon. Il y a l'autre, un 3e. Si je vous dis le pape de la gastronomie française à Lyon. Bocuse. Absolument. Paul Bocuse, 3 étoiles au guide Michelin. Pendant, tenez-vous bien, 53 ans, depuis 1965 jusqu'à sa mort en 2018. C'est un record, personne n'a fait mieux. La soupe BGE, Valéry Giscard d'Estaing, c'est lui, vous saviez ? Il a fait une soupe spécialement pour Valéry Giscard d'Estaing. La mousse de truite, c'est lui. La poularde de Bresse, c'est encore lui. Bref, la nouvelle cuisine, c'est toujours, et ce restera toujours peut-être, Paul Bocuse. Lyon, c'est la cité des papes, un véritable temple de la gastronomie. Et comme pour illustrer cette symbiose, pendu au clou, on a le Jésus. Voilà, vous savez, c'est saucisson en forme de poire lyonnaise. Et je vous dis, bien sûr, phrase célèbre, bon appétit, bien sûr. Nous rappelle des souvenirs. Bon appétit, bien sûr. C'était les émissions culinaires, effectivement. On parle de Raymond Oliver, de Maïté, avec la cuisine des mousquetaires. Alors, encore un peu de patience, s'il vous plaît. Avant de manger, on va redevenir un peu plus sérieux au micro. C'était une petite introduction. Parce qu'avec nous, nous avons Romain Solène, le président de l'association du fichier Amipi du Grand Lyon, avec lequel on va enchaîner tout de suite avec notre première séquence. Parlons bien. Les clés de la ville. Parlons bien avec le fichier Amépi. Romain Solène, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes alors président, on va dire, des agences Guy Hockey du Grand Lyon. Exactement. Et vous êtes aussi le président du fichier Amépi de Lyon, c'est-à-dire là c'est le partage de mandats. Alors on va voir avec vous justement ce marché immobilier lyonnais très particulier. Tout d'abord, quelques chiffres clés. 4600 comme 4600 €. Ça, c'est le prix moyen au mètre carré d'un appartement à Lyon selon les actes authentiques de vente des notaires. Et on a un autre chiffre clé, c'est 10. 10, c'est en pourcentage la hausse annuelle des prix des appartements à Lyon. Alors, c'était au premier trimestre 2020, là aussi selon les notaires lyonnais, plus 10% en un an, toujours donc selon les actes authentiques de vente. Alors, ralentissement ou pas, on va le voir avec vous depuis notamment le confinement et le déconfinement.
En tout cas, Lyon est la deuxième ville de France la plus chère derrière Paris. Paris, on est à 10 500 € du mètre carré, devant Bordeaux. Et puis Lyon, qui se retrouve régulièrement en tête des différents palmarès pour investir ou sur le podium des villes préférées des cadres. La ville qui dispose de tous les privilèges au carrefour stratégique entre mer et montagne, première agglomération industrielle de France. Alors Romain Solène, vous qui êtes l'un des meilleurs spécialistes immobiliers à Lyon, vous allez nous éclairer. On va prendre avec vous les clés de la ville. On va voir aussi les clés des champs. En cette période particulière de crise sanitaire, comment se porte le marché immobilier lyonnais? Tout d'abord, merci Olivier pour tous ces gentillesses sur la ville de Lyon. Dans un Parisien, ça fait vraiment plaisir. Mais vous avez raison, Lyon est une ville attractive et elle reste avant le Covid et après le Covid, puisque c'est quand même un sujet important et indispensable. Pour reprendre le chiffre de 10, ça fait 10 ans que Lyon est en augmentation, plus 50% depuis 10 ans sur le marché immobilier. Et aujourd'hui, on commence enfin, je vais envie de dire enfin, parce que c'est une volonté de beaucoup de personnes, à sentir une petite stagnation. Une stagnation toujours positive, une stagnation de la croissance des prix. Donc les prix, pour l'instant, en moyenne, ne bougent pas à Lyon. Il y a pas exactement. Pour le prix moyen du marché, on prend les chiffres de l'année dernière des actes authentiques, puisque c'est des données qui ont maintenant quasiment un an. On était sur 4006. On va être, nous, plus proches au niveau des chiffres que nous, on a en interne, autour des 5 000 €. Je pense que maintenant, on peut le dire, Lyon est arrivé à la barre stratégique, en tout cas, on va dire ça, en tout cas visuelle, des 5 000 €. C'est le prix moyen du mètre carré à Lyon, avec des prix qui commencent à partir de 3 500 4 000 € dans certains arrondissements et qui peuvent monter à du 7 8 000, voire 9 000 € sur certaines zones. Oui, une grande disparité. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, justement, si on devait prendre aujourd'hui une photo sur les différents quartiers ou arrondissements lyonnais, comment ça se répartit, tout ça, au niveau des prix? Aussi bien que l'a dit Sylvain tout à l'heure dans sa présentation de Lyon. Lyon est organisé par arrondissement, avec 3 zones autour de la Saône et du Rhône. Le quartier toujours recherché, toujours quartier presqu'île, naturellement, puisqu'on est dans un quartier historique, quartier Renaissance, quartier vivant et touristique. Donc ça, c'est toujours des quartiers qui sont très recherchés et qui restent à la pointe des prix du marché et de la recherche des candidats. Pareil sur des zones comme le 6e arrondissement, le quartier dit bourgeois de Lyon, proche du parc Tête d'Or dont Sylvain parlait tout à l'heure. C'est des zones qui aujourd'hui sont toujours en pleine augmentation, recherche, même si la stagnation du prix commence à arriver depuis quelques semaines, quelques mois, et on sent au niveau de nos agences, on reste sur un marché dynamique. Après, au niveau du marché dynamique, il y a quand même une logique financière. On est dans une situation financière où la croissance n'est pas là, a priori au niveau national et même régional. Donc les prix, on commence à stagner, on commence à trouver un peu plus de résonance par rapport aux estimations qu'on peut faire avec les vendeurs et les acquéreurs. Ils se rapprochent de plus en plus, puisque la stagnation permet un rapprochement des deux entités. Et si on prend justement quelques exemples, 300 000 ou 350 000 € à Lyon intramuros, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un exemple, à Lyon 3, Garibaldi, on a un T2 de 60 mètres carrés qui a été vendu récemment 340 000 €. Un appartement avec le charme de l'ancien, cheminée, sans balcon. Pourtant, le balcon est devenu quand même un critère essentiel pour les gens, pierre apparente. Et donc, on est sur un prix assez intéressant de 340 000 € pour 60 mètres carrés. Alors que dans le 6e arrondissement, j'ai un 65 mètres carrés qui, lui, s'est vendu plus de 470 000 €, proche du parc Tête d'Or, et avec également un charme sûrement incroyable de l'ancien, avec du vieux parquet. On est sur des bases de prix pourtant qui sont quand même encore très très fortes et qui vont rester très fortes, je pense. Et si alors on s'éloigne, on prend la clé des champs, en dehors de Lyon, en périphérie, est-ce qu'il y a des secteurs qui ont la cote comme ça? Est-ce que certains, en tout cas, vous pouvez nous donner peut-être des bons plans, des tendances, en fait, juste en dehors de Lyon? Il faut rappeler qu'il y a une première couronne, un peu comme à Paris. On dit première couronne, certains utilisent même parfois le terme de 10e, voire 11e arrondissement à Lyon sur certaines communes. Aujourd'hui, prenons Villeurbanne. En plus, on a une conserve Villeurbanne, donc j'ai fait honneur à cette belle ville de Villeurbanne. Villeurbanne qui est une ville, pour le rappeler, et qui a un beau classement au niveau national. Sur Villeurbanne, on a par exemple, pour donner un exemple très concret, un rez-de-jardin, quartier de Pressensé, donc un quartier vivant, commerçant. On a vendu récemment un rez-de-jardin de 40 mètres carrés d'extérieur, 330 000 €. Et c'est un appartement qui fait 58 mètres carrés. Donc là, on est sur un appartement qui est typiquement ce que les gens vont rechercher. C'est-à-dire la proximité de la ville, un cœur de ville et commerçant, des écoles et un petit bout d'extérieur qui permet de profiter le week-end ou quand on est en confinement d'un petit peu d'extérieur. Voilà ce qu'on a pour un exemple. Et ça, vous l'avez senti aussi, cette demande, comme on a eu aussi à Paris, en région parisienne, de plus en plus de demandes de verdure, de qualité de vie. Mais est-ce que ça s'est transformé en transaction? Parce qu'il y a eu, pendant le confinement, beaucoup de Français sont allés voir les sites internet, ont rêvé beaucoup de piscines, de terrasses, de jardins, et certains professionnels nous disent oui, il y a eu des visites, mais maintenant ça ne s'est pas concrétisé parce que certains ont eu peur, se sont dit ce n'est peut-être pas le moment, économiquement c'est difficile, attendons. Vous à Lyon, qu'est-ce que vous sentez, notamment au niveau des agences Guy Hockey?
Olivier, l'envie, tout le monde l'a. C'est-à-dire que le Covid a permis de prendre de temps sur qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie et comment je veux vivre dans ma maison. Donc naturellement, à la sortie du Covid, les gens se sont précipités sur les sites ou dans les agences pour dire on veut aller à l'extérieur, on veut vivre loin. 2 axes pour aller vivre à l'extérieur. L'envie, très forte, accepter d'avoir 15, 20, 30 minutes de plus. Et on a certaines zones qui en ont profité, des zones du sud de Lyon, comme Corba, comme Cérézin, comme Solèze, des zones proches de Villefranche-sur-Saône, le pays caladois, ou juste avant Villefranche, ont vu des gens y aller. Cependant, ce sont des gens qui ont accepté le sacrifice du temps, de 20, 30, 40 minutes parfois, pour venir. Ce qu'on voit énormément, et qui était déjà une mode depuis plusieurs années, c'est la volonté d'aller sur la première couronne grâce aux infrastructures de transport en commun notamment. Je pense au métro qui a complètement désenclavé une ville comme Moulins, que je connais très bien étant originaire, et qui est devenu désormais quasiment un 10e arrondissement lyonnais. C'est-à-dire qu'on est aussi proche de la place Bellecour quand on est à Moulins qu'à Villeurbanne, et on est en 10 minutes à la Part-Dieu. Donc aujourd'hui, la première couronne bénéficiant des transports en commun profite de cette envie d'aller à l'extérieur. 2 points. La qualité de vie, puisqu'on commence à avoir des extérieurs assez accessibles en termes de prix. Et puis, un deuxième raisonnement, le prix du mètre carré. C'est-à-dire que sur des zones comme Moulins, on a encore des produits qui se vendent à 3 000, 3 500 euros du mètre carré, soit quasiment 2 fois moins que certains arrondissements lyonnais. Et surtout, la possibilité pour certains d'acquérir une maison. Un bel appartement lyonnais vendu permet souvent d'acquérir une belle maison à seulement 15 minutes de Lyon. Et au niveau de l'investissement locatif, est-ce qu'il y a une volonté toujours aussi d'acheter, pour ceux qui peuvent, qui en ont les capacités, d'acheter un bien pour le mettre en location? Est-ce que ça continue, ça fonctionne bien à Lyon, ou il y a un ralentissement? Ça continue, c'est-à-dire que dès qu'on a un produit de petite taille, petite surface à destination de la location, c'est-à-dire un produit qui va aller jusqu'à 60 mètres carrés, 70 mètres carrés maximum, il n'y a plus de grands appartements en location 100 mètres carrés, ça ne se fait plus. Les petites tailles dès 15, 20 mètres, 25 mètres carrés sont vraiment des produits où les gens se précipitent dessus en termes d'annonces et en termes de propositions. Aujourd'hui, le marché lyonnais bénéficie naturellement de l'attrait touristique, même si en ce moment c'est un petit peu en pause. Mais tous les petits produits continuent à être vraiment au début de la recherche d'investisseurs et ils se précipitent dessus. Il n'est pas rare aujourd'hui qu'un produit de moins de 30 mètres carrés soit vendu dans la journée, dans les 2 jours qui arrivent assez facilement. C'est plutôt le temps d'organiser les visites qui fait la durée de vente. Très bien, merci en tout cas de ce tour d'horizon. On finit quand même parce que c'est aussi un signal politique, évidemment. C'est important, ça a fait réagir beaucoup de professionnels et beaucoup d'acteurs à la fois du logement, de l'immobilier. C'est la volonté, après Paris et après Lille, d'encadrer les loyers à Lyon. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai la vice-présidente du Grand Lyon à côté de moi, donc elle me regarde. Je vois son regard. Mon regard va être sur cet encadrement. Au départ, je pense une volonté bienveillante et positive. Il est certain que dire ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant au point de vue humain, de dire on va aider les gens à encadrer les loyers. Je pense cependant, à titre personnel, en ayant tous les jours des locataires et des propriétaires dans mes agences, que cette volonté d'encadrer les loyers va devenir finalement un élément de controverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va plutôt, je pense, permettre à des bailleurs de se poser la question s'ils sont au bon prix, de se poser la question s'ils ne devraient pas revoir la politique de leur bail et le montant. Et puis les 20% qui sont proposés permettront de réguler, je pense, malheureusement, plutôt vers la hausse certains produits. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir avec des amis parisiens. Puisque quand je vois des amis parisiens, je n'entends pas un Parisien qui me dit « c'est super, depuis qu'il y a l'encadrement du loyer, les prix ont baissé, les loyers sont plus bas ». Je pense à titre personnel et forcément à Jean Billet, que la solution aujourd'hui serait plutôt d'axer sur les lois fiscales permettant d'accéder à la propriété, lois permettant la construction. Il faut savoir que depuis 2 ans, et on en a subi nous dans nos agences, il a été compliqué pour nos partenaires promoteurs de construire. Et pourtant, quand on imagine bêtement qu'avec plus de logements, il y a plus d'offres, donc plus de solutions pour le locataire et une solution de cadrer plus facilement par la mécanique d'offre et de la demande les prix, je pense qu'on pourrait aller sur ça. Je vois au chef notre vice-présidente, mais je me permets de donner mon avis. On peut absolument intervenir. Non, merci Romain Solène. On va effectivement vous faire réagir, Béatrice Bessier, sur tout ce qui a été dit d'ailleurs aussi sur l'encadrement des loyers, mais il faut aussi rappeler quand même quelques orientations. Le mal logement, c'est un fléau national. La compression des prix, l'augmentation des prix, parfois ont dépeuplé les villes. On le voit à Paris, d'ailleurs, aujourd'hui. La grande question du développement parisien avec la reconversion des bureaux, vous savez, en logement et la possibilité de stabiliser les prix et les loyers. Pour éviter un phénomène que vous connaissez bien, Béatrice, c'est la gentrification qui permet effectivement de, finalement, quelque part, stigmatiser les communautés. Et donc, pour pratiquer la mixité, quelque part, l'encadrement de loyer, ça peut se discuter. Et je trouve ça assez positif dans l'idée. Une réaction, Béatrice Bessier.
Oui, effectivement, c'est bien d'avoir le débat avec un professionnel, puisque nous savons bien que ce point-là, y compris pendant la campagne électorale, a fait débat. Donc, nous maintenons cette position politique parce qu'effectivement, les augmentations que vous avez rappelées, elles sont indécentes et elles ne permettent pas à des ménages modestes ou même moyens de se loger dans le privé à des prix abordables. On sait bien que le logement social, il n'y a pas assez de logement social, même si on a l'objectif d'en construire plus, pour loger tous les demandeurs, et il faut que le parc locatif privé joue aussi son rôle d'accueil de populations à revenus moyens. Or, l'augmentation a été telle ces dernières années, en dépit d'une production très importante. Donc, quand vous dites il faut qu'il y ait une production de l'offre et ça va faire baisser, ça va répondre à la demande et ça va contenir les prix, c'est pas vrai. Le marché n'a pas eu cet effet-là. Pendant les 10 années que vous avez évoquées, l'augmentation, elle a été énorme, alors qu'on a produit plus de 8000 logements par an, dont 4000, voire 5000 logements privés. Donc, ça ne suffit pas de laisser au marché le soin de réguler les prix. L'encadrement des loyers, je ne crois pas qu'elle ait dissuadé des investisseurs dans des villes aussi attractives que Paris. Donc, à Lyon, je ne m'inquiète pas beaucoup sur le fait que les investisseurs continueront à investir. Et cet encadrement des loyers, il vise justement les loyers de petite surface. Parce que vous nous avez expliqué justement que les petits logements, c'est ça qui est très rentable. Eh bien, c'est très rentable peut-être pour le propriétaire, mais ça devient inaccessible à des jeunes actifs, à des apprentis, à des étudiants ou à des jeunes ménages qui s'installent. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut passer par cet encadrement des loyers qui, attention, soyons raisonnables, c'est une limitation de la hausse, c'est un encadrement de la hausse, effectivement. Oui, l'idée de base, c'est d'éviter les abus. En fait, au départ, c'est ça. Maintenant, après, on le voit aussi à Paris, les propriétaires bailleurs ont la possibilité de faire un complément de loyer aussi. Ce qui justifié. Il faut encore le justifier. Mais alors effectivement, parce qu'il y a un balcon, voilà. Parce qu'il y a des extérieurs. Assez facilement, quand même. Ah bah alors, écoutez, on va effectivement contrôler ça, puisque après avoir demandé au gouvernement la mise en place de ce dispositif, on va mettre en place les moyens pour contrôler effectivement l'application de loyer encadré. Donc, il va y avoir des agents qui vont avoir le temps d'aller vérifier chaque appartement dès qu'il y aura une déclaration avec une petite virgule en disant j'ai un balcon, j'ai un complément. On va avoir plein d'agents qui vont pouvoir faire ça. En tout cas, on veut mettre en place des brigades de logement pour contrôler le Airbnb. Vous avez dit que Lyon était une ville touristique et on sait bien que l'écueil, l'écueil pour l'accès au logement, c'est que des propriétaires mettent leur logement en Airbnb et du coup, ça ne fait plus du logement familial, du logement quotidien. On a réglementé ça, il va falloir le faire appliquer et contrôler effectivement l'application de l'encadrement des loyers. Voilà, en tout cas pour cette séquence. Vous avez pu débattre un petit peu tous les deux. Romain Solène, en tout cas, merci infiniment pour ce tour d'horizon sur le marché immobilier lyonnais. Puis on rappelle donc que le vote, en tout cas, de l'expérimentation de l'encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne, 84 pour, 64 contre et 2 abstentions. C'était le vote lors du Conseil de la métropole du 5 octobre dernier. Voilà, l'expérimentation va être lancée. D'ailleurs, il y a d'autres villes aussi qui commencent à demander cette expérimentation de l'encadrement des loyers. Voilà pour cette séquence immobilière pure. Et on va passer à la séquence suivante qui est Parlons mieux. Les clés de la ville, bien mieux avec Maxime.fr. Bien mieux, Béatrice, c'est tout un programme. Bien mieux dans son logement, bien mieux aussi avec une économie d'énergie, mais aussi, surtout, une rénovation, une vraie transition énergétique au-delà des incantations, des concepts marketing. On va rentrer dans le sujet. Vous êtes cofondateur, Pierre, du groupe EP qui lance une nouvelle plateforme qui s'appelle Maxime, avec 2 E, je précise, pour simplifier l'éco-rénovation en aidant à sécuriser l'obtention des aides et en aidant à trouver les bons professionnels partout en France. C'est le vrai sujet. Parce que les arnaques dans ce milieu-là sont légion. Et donc, avoir enfin une plateforme qui permet une meilleure lisibilité, je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous pouvez nous en parler un peu ? Écoutez, ça fait 13 ans qu'on travaille sur le sujet, puisque EP a été créé en 2007. Et donc là, l'objectif, effectivement, avec cette nouvelle plateforme, c'est de venir sécuriser les projets d'éco-rénovation, recréer de la confiance, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui sur le marché pour débloquer les choses. Et comme vous le savez, le plan de relance qu'a annoncé notre Premier ministre prévoit 6,7 milliards au profit de la rénovation énergétique, dont 2 milliards vont servir à financer une nouvelle prime
appelée MaPrimeRénov'. Cette prime, tout le monde y aura le droit. Elle sera cumulable avec les primes C2E, ce qu'on appelait les primes énergie, et ce qu'on va appeler encore... Certificat d'économie d'énergie. Exactement, les C2E. C'est donc une annonce extrêmement importante, et nous allons tout au long de ce Tour de France tenter de voir si chaque ville va pouvoir bénéficier de la même manière des axes de relance autour de la rénovation énergétique. Alors comment vous allez faire ça, Pierre ? Eh bien, en nous intéressant d'abord aux données, aux data de chacune des villes où nous allons nous rendre. En fait, on va aller analyser la typologie des logements, la performance des DPE, ce qu'on appelle les diagnostics de performance énergétique, et on va y corréler tout ça à la valeur des biens de la région, etc., etc. Alors, chaque région est différente. Donc, l'adaptation du principe de rénovation et de transition énergétique nécessaire, vitale pour la planète est importante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, sur la ville de Lyon ? Alors, déjà, c'est une ville qui est essentiellement composée de résidences principales. Plus de 65% de ces résidences ont été construites avant 1949, ce qui en fait une ville foncièrement historique. D'ailleurs, une partie de la ville est classée par l'UNESCO. Tout cela nous fait dire que le sujet de la rénovation énergétique est un sujet central pour la ville de Lyon. Cela se traduit d'ailleurs dans le PLU, le plan local d'urbanisme, car le Grand Lyon en a fait un objectif en mettant en place un PIG. Alors c'est quoi un PIG ? C'est un programme d'intérêt général, SICI, mis en place entre Lyon et l'Agence nationale de l'habitat. Ce dispositif a déjà permis de rénover 500 logements en 6 ans, ce qui est un bon début, mais très très en deçà malheureusement des attentes et des urgences. On peut même dire que c'est très très peu. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, oui, je Béatrice. peux vous donner d'autres chiffres quand même sur l'éco-rénovation, puisqu'on a mis en place à la métropole de Lyon un dispositif qui s'appelle Éco-Rénov' et on a rénové 16 000 logements au cours des 5 dernières années. Donc sur Lyon, c'est un peu plus que les 500 dont vous venez de parler dans un dispositif qui est effectivement réel, mais qui concerne une toute petite partie de la ville. Tandis que 16 000 logements à l'échelle de la métropole, 4 000 logements sociaux et près de 12 000 logements en copropriété, ça commence à peser et on a des objectifs bien plus ambitieux dans les années qui viennent. Peut-être que Maxime pourra nous y aider, j'espère. C'est une certitude. Ça, c'est une transition normative. Hein, merci Béatrice. Pour venir avec nous le mois prochain, franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Pierre. Bien, oui ou non ? En tout cas, l'idée, en fait, c'est qu'avec MaPrimeRénov' et avec cette annonce, pour la première fois, en fait, rénover son logement peut devenir potentiellement rentable. Parce qu'en fait, c'est un vrai sujet. En fait, on a fait un sondage, Béatrice, on a une première communauté dans notre groupe média de 30 000 utilisateurs, des particuliers, qui nous sert de base pour faire des sondages et extrapoler les tendances, hein, dégager les tendances. Avec Olivier Marin, on est d'accord, quand on interroge les usagers, ils disent c'est pas un investissement, c'est un coût, c'est une contrainte. Comment on fait pour basculer finalement de la contrainte, qui est perçue comme une contrainte, comme un avantage important ? Est-ce que par exemple ça augmente la valeur de l'actif, par exemple ? Alors, on va prendre un exemple concret avec une maison qui est située dans le 8e arrondissement de Lyon, donc un quartier plutôt résidentiel avec beaucoup de logements sociaux. Cette maison, c'est une véritable passoire énergétique parce qu'elle est classée en E, donc on est avant-dernier de la classe sur le diagnostic de performance énergétique. Elle fait 75 mètres carrés. Elle dispose d'un jardin de 300 mètres carrés. Elle a été construite dans les années 70. Elle est chauffée au gaz. Et elle est estimée à 365 000 €. On s'est donc plié à l'exercice de chiffrer une rénovation énergétique globale de cette maison pour l'aider à passer d'une étiquette E en une étiquette C, donc soit 2 classes énergétiques. On n'a pas visé le BBC, on a fait quelque chose de pragmatique. Et dans cette maison, on a fait plein de choses. Une isolation des combles, une isolation intérieure, un changement de toutes les fenêtres, et puis forcément on a changé le système de chaudière et on y a mis aussi des nouveaux radiateurs de manière à ce qu'on ait quelque chose de cohérent. Donc vraiment une rénovation énergétique lourde, globale. En clair, on lui a fait la totale, le grand carénage, un vrai ravalement de façade, et tout ça pour la modique somme de 30 000 €. Eh bien, la première bonne nouvelle, c'est qu'entre les aides liées au certificat d'économie d'énergie, si on y associe en plus la nouvelle prime Rénov', plus les aides locales, on peut atteindre une réduction de 30 à 40% sur la facture de travaux, sans parler des euros que nous ne dépenserons plus, puisque la facture d'énergie, mécaniquement, va être réduite de 50 à 60% en fonction de la performance de cette rénovation. Ça veut dire que sur les 30 000 € de travaux, on n'aura finalement plus que 18 000 € à payer. Donc ça, la seconde bonne nouvelle, c'est la valorisation immobilière de cette maison rénovée. En clair, si l'estimation de cette maison passe, selon nos calculs, de 365 000 € à 400 000 €, donc c'est les analyses qu'on a fait sur cette zone, sur cet arrondissement, on va générer
35 000 € de plus-value pour 18 000 € déboursés réellement. En clair, on peut doubler la mise de son investissement travaux. Alors, vous voulez réagir peut-être, Béatrice, sur le sujet ? Oui, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, parce qu'on veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, contenir les prix de vente. Alors, expliquer qu'on va faire une plus-value, qu'on va doubler le montant de l'investissement, je suis réservée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on donne un peu plus de valeur à son bien, mais surtout, on gagne en confort d'hiver et en confort d'été, qui devient de plus en plus important avec le réchauffement climatique. Il faut non seulement faire de l'isolation, mais aussi occulter les façades, les ouvertures au sud et avoir des systèmes de rafraîchissement qui ne sont pas de la climatisation, parce qu'on ne va pas dépenser en été ce qu'on a économisé en chauffage en hiver. Ça, c'est de plus en plus important. Donc, il y a une valeur d'usage qui est vraiment très intéressante, en plus de la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie dont on a tous besoin. Et puis, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que c'est une véritable volonté, en tout cas politique, de faire prendre conscience que la rénovation énergétique, c'est pas aussi n'importe quoi. C'est-à-dire que les logements qui sont catégorie F et G, dans quelques années, s'il n'y a pas de rénovation, ils ne pourront pas être vendus. Donc, quand on sait qu'il y a 4 800 000 logements en France qui sont, à l'heure actuelle, des passoires énergétiques, qui sont déjà dans ces étiquettes F et G, alors pour l'instant, c'est de l'incitation à rénover, donc avec cette MaPrimeRénov', mais dans quelques temps, ça va être la contrainte, et un locataire pourra demander l'obligation à son propriétaire, si par exemple il est en F ou en G, de passer à la rénovation. C'est quelque chose qui est très important, et puis évidemment, vous le disiez effectivement, Béatrice Vessillier, c'est l'objectif aussi d'avoir aussi une société plus saine, où l'environnement est important. Rénover son logement, c'est bon pour le propriétaire, c'est bon pour le locataire, c'est bien aussi pour les entreprises, parce que derrière, il y a des artisans. Les artisans, c'est de l'emploi. Et en ce moment, on parle de crise économique, de crise sanitaire, c'est très important. Donc, ça va au-delà des jeux. On parle moins de construction, il y a moins le coup de booster sur la construction de logements. Par contre, sur la rénovation énergétique, rénovation des logements, c'est vital et très important. Je peux vous donner un chiffre. Quand je disais qu'on a rénové 16 000 logements, on a mis en gros près de 50 millions d'euros de subventions par la métropole. Ça a généré 300 millions d'euros de travaux. On dit qu'il y a un effet levier de 1 pour 6. Donc effectivement, c'est de l'activité économique pour nos entreprises locales, bien sûr. C'est une excellente chose. Alors justement, Pierre, pour conclure votre séquence, une étiquette énergétique et Médoc, donc affichée dans une agence immobilière, donc serait a priori... c'est plus forcément un repoussoir, parce qu'effectivement, c'est un indicateur qui peut déceler, identifier le potentiel économique du bien. Et oui. Parce qu'il faut inciter quand même les personnes à le faire. Exactement. La valeur patrimoniale, on ne pourra pas s'en défaire, même si je partage complètement votre constat. Et oui, Sylvain, vous avez tout à fait raison, puisque les biens à rénover énergétiquement deviennent possiblement, finalement, des biens bankable. Et cependant, nous ne risquons pas d'être repoussés à la lecture des annonces aujourd'hui, puisqu'on a fait un scan de toutes les annonces immobilières sur Internet, et on a moins de 66% des annonces qui n'indiquent pas, on a plus de 66% pardon, des annonces immobilières qui n'indiquent pas l'étiquette énergétique du bien. Et pourtant, c'est une obligation légale. Mais il n'y a pas de sanction. Voilà, obligation légale qui va d'ailleurs devenir véritablement un cadre extrême. C'est exactement ce que disait Olivier, ça va s'imposer comme une réalité. Exactement. Alors on peut rester zen, parce que maintenant qu'on a démontré que la rénovation énergétique pouvait être rentable, je vous parie, Sylvain, que nos professionnels de l'immobilier ici présents et partout en France vont très rapidement redresser la barre, et je suis certain qu'on va inverser la tendance avant la fin de notre Tour de France. Clairement. Merci Pierre, merci. En tout cas, c'était la chronique qui permet d'être mieux. Je voulais juste ajouter, effectivement, vous avez raison Béatrice, c'est un vecteur aussi de santé publique, d'amélioration de la vie des personnes, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'un bâtiment, un appartement peut être aussi des armes par destination. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau, d'intégrer la notion de santé, de bien-être dans le bien, en dehors des cadres économiques. Et c'est bien de définanciariser légèrement de temps en temps et d'avoir une vision un peu collective des biens. Merci en tout cas. On va écouter bien sûr la prochaine séquence que on va appeler Parlons territoire. On s'est permis, Béatrice, d'interroger des professionnels qui font le territoire. On a enregistré un petit reportage avec le directeur général de 6e Sens, notre hôte, il s'appelle Romain Valéry. Il était au micro de Fanny Bourdin. Petite séquence et reportage. Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque. Alors, je suis Romain Valéry, donc directeur général de 6e Sens Immobilier.
Oui, Swelly est un programme d'une taille assez conséquente, 15 000 m², donc qui a été financé par Arkea. Ce programme se situe à Gerland Sud, dans une zone qui était qui est l'une des zones les plus recherchées de bureaux de la région lyonnaise. Toutefois, c'était une zone qui était un petit peu à la recherche d'une identité, on va dire. Et donc, on a décidé de relancer en fait ce programme qui appartenait, c'est ce tènement immobilier qui appartenait auparavant à un institutionnel qui pratiquait des loyers un petit peu élevés. Donc, nous, on a décidé de revoir un petit peu le business plan sur cette opération, en proposant des loyers entrée de gamme, on va dire, pour Gerland, on propose aussi des lots à la vente à 3 000 € le mètre carré, ce qui est plutôt raisonnable pour Gerland, et des surfaces qui vont de 225 à 900 mètres carrés. Donc on attire beaucoup de PME, de sociétés qui auraient eu du mal, on va dire, à s'installer dans Lyon, puisque là on est dans le 7e arrondissement de Lyon. Il y a 5 bâtiments. Voilà, de tailles différentes, donc c'est vraiment à taille humaine, quoi. Alors c'est un parc d'affaires qui prône l'art de vivre au travail. On propose diverses activités. Il y a un jeu de pétanque, par exemple. Il y a de nombreuses tables dans un petit parc arboré pour que les gens les utilisateurs puissent avoir des moments agréables, puis avoir un cadre de travail agréable, et puissent aussi profiter de moments de détente au maximum. Alors la commercialisation a démarré juste après la fin du confinement. Elle aurait dû démarrer avant, bien entendu, mais pour l'instant on est plutôt satisfait du retour et du nombre de lots qui ont déjà été pris, puisqu'on a déjà un bâtiment sur les 5 qui est complètement plein, rempli. C'est une société qu'on a créée avec Nicolas Gagneux il y a une vingtaine d'années maintenant, qui est spécialisée dans la promotion immobilière, promotion revalorisation sur tout le territoire national, principalement dans la région lyonnaise et la région parisienne. Donc on réalise aussi bien des programmes de bureaux que de logistique, que de zones d'activité et de logement. C'est toujours très enrichissant de discuter avec des acteurs du territoire. Et moi je dirais que quand je vois Sixième Sens, je me dis c'est pas un promoteur immobilier, c'est un ensemblier urbain. Vous n'avez pas cette impression, Béatrice ? Je découvre les locaux de Sixième Sens qui ont l'air de bien préfigurer ou démontrer ce qui vient de nous être expliqué dans le reportage. J'avoue que je vais découvrir avec intérêt dans mes nouvelles fonctions ce professionnel comme d'autres. Et je pense qu'effectivement, nous aurons à nous croiser et à travailler ensemble souvent. Alors, le propos qui a été tenu est effectivement intéressant. Alors, il nous plaît beaucoup. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Sixième Sens ne ressemble pas vraiment au promoteur habituel. Et je pense que la personnalité très singulière de son président Nicolas Gagneux y est pour beaucoup. Merci en tout cas, Nicolas, d'être comme ça, parce que ce qui fait votre singularité, c'est véritablement votre personnalité. Merci encore. Alors, presque une demi-heure, Béatrice, que nous sommes ensemble sur Radio Imo avec nos amis du Figaro pour cette émission des Clés de la Ville depuis Lyon. On a bien sûr le plaisir de vous recevoir. C'est le grand entretien qu'on va vous poser. Vous allez passer sous le feu des questions d'Olivier et de moi-même. Tout de suite après la virgule de l'invité, on enchaîne avec vous. Et on va commencer d'ailleurs par faire votre petit curriculum vitae. Les Clés de la Ville, le CV de l'invité. Oui, beaucoup de questions évidemment à vous poser, mais Fanny Bourdin, vous nous avez... Comment ça va, Fanny ? Ça va super, je suis ravie d'être à Lyon. Voilà, je trouve que c'est une très belle ville. Voilà, Fanny Il fait Bourdin, très chaud sur le plateau. Voilà, Fanny Bourdin, notre super journaliste, qui est là aussi la productrice de l'événement. Le CV de l'invité, aujourd'hui. On y va. Madame Vesely, bonjour déjà. Bonjour. Je fais très rapidement votre curriculum vitae. Vous êtes urbaniste de formation, vous me dites si c'est exact. L'Institut d'urbanisme de Paris, en tout cas. Voilà. Convaincu que la ville appartient à celles et ceux qui l'habitent. Vous étiez la candidate des écologistes à la mairie de Villeurbanne, également. Vous souhaitiez être la maire d'une ville qui soit la fierté de ses habitants, une ville apaisée, qui préserve la qualité de vie et qui développe la solidarité et la citoyenneté. C'est toute une histoire quand même. C'est énorme. Alors vous n'êtes pas devenue maire de Villeurbanne, mais vous êtes maire de 3 enfants quand même. C'était avant. Aujourd'hui, vous êtes la vice-présidente de la métropole de Lyon, chargée de l'urbanisme, de l'organisation et de l'aménagement des espaces urbains. Une fonction hautement importante, car vous souhaitez révolutionner la manière de se déplacer à Lyon et dans sa métropole. C'est exact ou pas ?
Effectivement, nous avons un programme ambitieux à la tête de la métropole et des villes dans lesquelles nous sommes dans l'exécutif, donc la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne notamment. Je crois qu'on est à un moment charnière où il faut rendre nos territoires urbains respirables, plus agréables à vivre, adaptés aux enjeux aujourd'hui que sont le réchauffement climatique, la lutte contre la pollution, la préservation de la biodiversité, mais aussi la solidarité avec notamment le logement abordable, on en a parlé. Donc ça va passer par des espaces publics apaisés, partagés, végétalisés, par revoir ce qu'on construit et comment on le construit, que ce soit en termes de qualité de l'habitat et de matériaux utilisés, de construction bas carbone d'une part, mais aussi de répartition du développement urbain à l'échelle métropolitaine et métropolitaine, pas seulement au sens institutionnel de la métropole de Lyon, mais dans une vision plus large où il faut qu'on ait un développement équilibré du territoire et on n'est plus dans cette volonté de tout attirer à Lyon et notamment dans la ville-centre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Fanny. De rien. Voilà, on vous retrouve le mois prochain à Paris, bien évidemment. Alors justement, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet avec notre ami Olivier. Béatrice Vessillier, vous êtes depuis quelques semaines maintenant aux manettes de l'urbanisme et vous avez parlé de solidarité, vous êtes écologiste, on pourrait dire que vous aviez le vert solidaire quelque part. On pourrait dire les choses comme ça. Votre parti souhaite révolutionner, petit jeu de mots, voilà, révolutionner la manière de se déplacer à Lyon. Dans sa métropole, vous comptez y parvenir comment ? De toute façon, les enjeux, ils sont tels qu'on ne peut plus continuer comme avant. Lyon est la ville, est une des métropoles les plus polluées et c'est même la métropole où la température a le plus augmenté au cours des dernières années. Et on sait que la question des mobilités est majeure pour réduire la pollution, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y avait le logement, on en a parlé. Donc, sur les mobilités, il faut effectivement avoir nous avons un programme ambitieux de développement des mobilités alternatives à celles qui sont polluantes, donc que ce soit en matière de transport en commun, de marche à pied ou de vélo. La marche à pied, ne l'oublions pas, c'est le premier mode de déplacement urbain et il faut que la ville, elle soit marchable dans ses différents territoires, ses différents quartiers, ses différentes communes. Ça veut dire des trottoirs généreux, sécurisés, larges, végétalisés. La végétalisation, c'est vraiment un enjeu majeur des années qui viennent pour justement le confort des modes actifs, mais aussi pour participer pour que cette végétation massive et cette plantation d'arbres que nous appelons de nos voeux et que nous allons mettre en œuvre, elle participe à abaisser un peu la température, à favoriser l'évapotranspiration. Donc, voyez, la végétalisation, elle va combiner à la fois du confort et aussi favoriser les mobilités actives. Nous allons faire des corridors et favoriser la biodiversité aussi. Donc, nous voulons faire des corridors de mobilité active, des corridors santé. La santé publique... Corridor mobilité active, quand vous dites ça, on a l'impression qu'on s'oriente vers, on ne va pas dire ce qui se passe à Paris, mais où il y a de moins en moins de place pour la voiture. On développe de plus en plus de pistes cyclables. On parle beaucoup aussi de la ville du quart d'heure, de trouver un quart d'heure de chez soi, de proximité sans prendre la voiture ou à moins de 5 minutes à vélo. Ça, c'est quelque chose que vous allez développer, c'est la stratégie ? Alors, c'est tout à fait la stratégie, puisque nous allons effectivement réduire la place affectée à la voiture dans l'espace public, que ce soit pour circuler ou pour stationner. Nécessairement, il faut faire plus de place aux autres usagers, mais aussi aux usages en général. On ne va pas chacun être dans son couloir. Il faut plus partager l'espace avec des zones de rencontre, des zones où on peut se détendre, où on aura des assises, des bancs dans l'espace public, des fontaines aussi. Et effectivement, ça passera aussi par un programme ambitieux de développement des transports en commun, que ce soit en ligne de bus, en ligne nouvelle de tramway, une ligne de télécabine. En réseau express cyclable, on veut faire 250 km de réseau express cyclable qui sera un réseau lisible et continu, confortable et sécurisé pour tous les types d'usagers du vélo. Et puis, je le disais, il faut que la ville
elle soit facile à pratiquer à pied partout. Est-ce que les navettes fluviales font partie aussi de ce schéma? Alors, c'est effectivement un sujet qui avait été écarté jusqu'à présent, mais avec nos 2 fleuves dont vous parliez tout à l'heure, nous réexplorerons effectivement les opportunités en matière de déplacement fluvial, y compris pour les marchandises, parce qu'on a quand même le port Édouard Herriot qui pourrait être beaucoup plus utilisé pour la logistique urbaine. Si on parle de construction, Lyon, c'est quoi? C'est 15 000 habitants, nouveaux habitants par an, c'est ça, oui. À peu près. Alors, comment, avec la demande très forte, comment on peut les loger au moment où les permis de construire reculent et la construction, les mises en chantier, en fait, baissent? Alors, où est-ce qu'on trouve ça a baissé pour partout, diverses raisons. Notamment électorales peut-être, non? Électorales, la révision du PLUH, etc. Donc, nous avons bien l'ambition de continuer à produire du logement et on a même l'objectif d'augmenter le nombre de logements sociaux abordables annuels. L'objectif? On veut passer de 4 000 à peu près dans les dernières années à 6 000. Alors, on ne le fera pas dès l'année prochaine. C'est plutôt un objectif de fin de mandat, avec notamment avec du logement locatif social, mais avec du logement en accession sociale grâce à l'organisme de foncier solidaire qui permet de découpler le prix du foncier du prix de l'appartement, et ça permettra à des ménages à revenus moyens et modestes de devenir propriétaires, puisque le prix d'achat est inférieur au prix du marché libre et que le ménage après paye une redevance mensuelle sur le prix du foncier. Donc il y a effectivement permettre la construction de logements dans des zones bien desservies par les transports en commun, aux abords des gares, le long des axes lourds de transports en commun, sans grignoter sur des espaces naturels et agricoles, parce qu'on a évidemment cet objectif de préservation des espaces désimperméabilisés et même d'augmenter la désimperméabilisation des sols, autre sujet très important pour l'adaptation au changement climatique. Alors justement, petite question là-dessus, on parle beaucoup, la question de l'étalement urbain. Et est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de construire en hauteur ? Alors d'abord, ça fait 30 ou 40 ans qu'on dit l'étalement urbain, c'est pas bien, il faut lutter contre l'étalement urbain. Et j'observe qu'avec tous les discours qu'on a eus, on n'a pas vraiment réussi cette lutte contre l'étalement urbain et on n'a pas suffisamment organisé justement le développement équilibré, y compris d'emploi, puisque l'étalement urbain, il a beaucoup concerné de l'habitat. Enfin, on pense surtout à celui-ci, mais il faut raisonner aménagement du territoire en pensant activité aussi, mieux répartie. Et alors, sur votre question de la construction à hauteur, tout dépend ce qu'on appelle hauteur. Nous, on souhaite une qualité d'habitat, une qualité urbaine des immeubles d'habitation, où dans le logement, on a des logements bien ventilés, où on peut avoir 2 heures d'ensoleillement, y compris en hiver. Donc, tout est question d'implantation urbaine. Mais effectivement, a priori, la grande hauteur, ça ne nous paraît pas une très bonne solution. Il vaut mieux organiser autrement l'espace qu'en montant toujours plus haut. Alors justement, on va parler de quelques quartiers justement emblématiques de cet urbanisme triomphant des années 70 et 80, où effectivement, parfois j'ai un peu caricaturé dans certains de mes papiers cet urbanisme en disant qu'il était criminogène par nature, parce qu'effectivement, parfois il y a des entrées de ville qui font littéralement flipper au niveau de cette massivité urbaine. Je voudrais prendre le quartier de la Part-Dieu, si vous voulez bien, des grandes tours avec une skyline très haute quand on sort de la gare. On a cette impression un peu d'un quartier qui est congloméré. Est-ce que c'est votre avis justement sur cette approche de ce quartier? Et est-ce que, avec la nouvelle gouvernance de la métropole, vous avez des solutions pour y remédier? Justement, c'est un des quartiers. Oui, c'est un des quartiers où nous travaillons à revoir les orientations urbaines pour arrêter de construire toujours plus de bureaux à la Part-Dieu et de concentrer et de tertiariser toujours plus ce quartier d'affaires qui, alors bien sûr, dans une métropole de nos tailles, nous avons besoin d'un quartier de ce type-là. Mais les immeubles de bureaux qui sont là, ok, mais on a envie d'en faire un quartier à vivre, qui vive 7 jours sur 7 et pas seulement les 5 jours de la semaine avec du tertiaire supérieur. Donc, on ne fera plus de tours de bureaux à la Part-Dieu. On est en train de travailler, de revoir la programmation pour un quartier à vivre avec du logement, des immeubles d'activité, mais c'est pas forcément. Il faut aussi imaginer d'autres activités que du tertiaire supérieur. On a besoin.
d'activités économiques, mais de lieux peut-être de formation. Donc on réinterroge cette programmation et en termes de forme urbaine, il faut qu'on ait des espaces publics généreux et des immeubles qui seront construits, parce qu'il y en aura bien quelques-uns qui seront construits, mais plus d'immeubles de grande hauteur, des immeubles qui soient, qui respectent cet objectif de quartier respirable, quoi. Voilà, qui ne soit pas étouffant et très dense, et très minéral. Donc, on a un enjeu aussi sur les espaces publics très important. Et est-ce que le télétravail n'est pas en train de bouleverser justement l'image qu'on a des sièges sociaux, de justement tous ces immeubles dans le tertiaire? Est-ce que ça, c'est une orientation qu'on peut prendre, ou même certains bureaux être transformés en logements, quoique c'est encore très difficile au niveau des normes, mais est-ce qu'il y a une réflexion autour de ça, justement? Alors, c'est sans doute un peu tôt pour mesurer réellement l'impact du télétravail, mais ce qui est sûr, c'est que même avant la crise, on était bien conscient qu'une petite partie des salariés qui télétravaillent un jour ou deux par semaine, c'est beaucoup de pollution en moins, c'est beaucoup de congestion en moins, donc c'est un enjeu. Évidemment, la crise renforce cette dimension-là, et tant mieux si tout le monde y gagne dans ce sens-là, même si après, dans l'organisation de travail des entreprises, ça pose d'autres questions. En tout cas, sur le plan de la ville, c'est effectivement une piste intéressante, et d'ailleurs, on voudrait dans chaque territoire un peu périphérique avoir des endroits de coworking ou de télétravail partagé pour que des gens ne viennent pas jusqu'au centre-ville, mais puissent trouver des endroits de travail en commun plus près de leur domicile. Pour autant, je ne dis pas qu'on ne fera plus d'immobilier de bureau, mais on va rééquilibrer, en tout cas typiquement sur la Part-Dieu. Il y a des programmes qui étaient fléchés dans le projet initial sur des programmes de bureau. On va être plutôt sur de la mixité ou du logement. Pour ceux qui ne connaissent pas de constructibilité. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas bien Lyon, justement, quelles sont les grandes opérations d'urbanisme? Alors, on entend parler de carrés de soie, confluence et tout ça. Si vous deviez, s'il y avait une photo aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Lyon? Qu'est-ce qui va se passer en matière d'urbanisme? Alors, je veux rassurer un certain nombre d'acteurs économiques. Les grands projets urbains qui sont lancés, effectivement, Part-Dieu, Carré de Soie, Confluence... Ça, c'est un message aux promoteurs ou pas? Mais je crois que notre objectif, c'est bien sûr de continuer à améliorer la ville. Et ça passe aussi, on l'a dit, on a besoin de construire des logements. On a besoin de répondre à aussi une demande économique, pas tout à fait celle de tours de bureau. Mais bien sûr qu'on va continuer à le faire. Mais il y a la manière de le faire. Donc, ces projets-là, on va les continuer. Il y a des projets à Gerland, il y a des projets à Villeurbanne, à Gratte-Ciel, un quartier ô combien intéressant aussi en termes d'urbanisme et d'architecture. Il y a un projet de prolonger les gratte-ciel à Villeurbanne. Là, on réinterroge justement la question des espaces publics, parce que le quartier historique des gratte-ciel à Villeurbanne, il a une place Lazare-Goujon qui est vraiment très intéressante. Et moi, je souhaite que dans la deuxième partie des gratte-ciel, le gratte-ciel du XXIe siècle, on ait aussi un espace public de cette valeur d'usage-là. Donc voilà, il y a des quartiers dans les communes périphériques en politique de la ville, et je crois qu'il ne faut pas les oublier. Quand on voit ce qui a été fait à la Duchère, c'est intéressant. On peut changer aussi les fonctions d'un quartier, l'image, la qualité. Donc, que ce soit à Vénissieux, à Saint-Jean-Villeurbanne, à Vaux-en-Velin, on a à Bron-Paris, au bord de l'autoroute. Vous voyez, ça aussi, c'est des quartiers sur lesquels on veut s'intéresser. Il n'y a pas que l'hypercentre de Lyon. Quand vous avez des habitants qui habitent au bord d'une autoroute où il y a 140 000 véhicules jour, on va essayer de s'intéresser à leur qualité de vie, à eux aussi. Alors, c'est intéressant, vous parlez de la Duchère, puisque j'y ai grandi. Donc, effectivement, je ne reconnais plus du tout le quartier. Et même le lycée où j'allais a été rasé. Ça s'appelait les Églantines. Vous savez, voilà. J'habitais dans l'immeuble qui est face à la piscine, à Balmont, exactement. Voilà, que de souvenirs. Une personne dans la salle qui s'en souvient aussi très bien. Alors, justement, je voulais juste rajouter une toute petite chose, parce que c'est important. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, le 8 mai 2020, dans le monde? Ça vous dit quelque chose? Dans quel domaine? Sport? Dans le domaine de la transition énergétique, justement, et du climat. Aïe, j'ai honte. Eh bien, le 8 mai 2020, à Jacobabad, et ainsi que dans le désert en Arabie Saoudite, à Ras Al Khaimah, pendant 2 heures, la Terre, la planète est devenue hostile. L'être humain ne pouvait ici survivre à cause de ce qu'on appelle la TW, qui est en fait ce qu'on appelle une température humide. Parce qu'en fait, pour évacuer la température de chaleur, il faut qu'il y ait un niveau d'humidité. Et en fait, la combinaison en fait, de cette humidité et de cette chaleur ne permet pas à l'organisme humain d'y survivre. Et en quelques heures, c'est la mort.
Donc la Terre nous envoie un signal, elle devient hostile à l'homme, et donc du coup, c'est plus un vœu pieux que de parler de transition énergétique. Faut pas me regarder comme ça. Non. Que de parler de transition énergétique. Oui. Ce que je veux dire, c'est que j'ai découvert, on a fait un papier il n'y a pas très longtemps, et très franchement, j'étais stupéfait, et Dieu sait que je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je peux vous dire que quand on parle de crainte, effectivement, lorsque cette planète nous adresse ce message-là, il faut quand même le comprendre, c'est la première fois depuis extrêmement longtemps que le signal a été entendu, donc je pense que ça vaut la peine aussi d'en parler. C'est paru dans Science et Nature, un rapport extrêmement sérieux qui avait été fait là-dessus. Alors, on va passer à une transition plus sympathique, si vous voulez bien, Béatrice, parce qu'on aimerait avoir quelque chose qu'on aime beaucoup avec Olivier, c'est peut-être votre carnet d'adresses. Les clés de la ville, bonne adresse. Alors, quelques bonnes adresses, justement. Bon, c'est un moment de détente pour aussi donner des conseils et peut-être des bons plans. Alors, où sortir dans le Grand Lyon pour boire un verre avant 21h? Oui. Bravo. Moi, je dis bravo. Enfin, encore ce soir, on peut, mais enfin, autrement. Dans le Grand Lyon. Alors, moi, je sors plutôt à Villeurbanne. J'ai le droit de Ah oui, parler de bien sûr, Villeurbanne. bien sûr, bien sûr. Alors, c'est votre carnet d'adresses, en fait. Alors, il y a un endroit très sympathique. Il y a plusieurs endroits sympathiques à Villeurbanne, mais il y en a un que j'aime particulièrement qui s'appelle le Biéristan, qui est un endroit où, comme son nom l'indique, on sert des bières, mais bières artisanales, locales. On mange aussi des petits plateaux et c'est dans une ambiance très conviviale. Donc ça, c'est un peu l'endroit branché à Villeurbanne maintenant et intergénération. Et puis, il y a un endroit plus modeste qui est aussi très sympa, c'est Couleur Café au gratte-ciel. Voilà. Et à Lyon, je trouve que le Ninkasi de la Pardieu est assez sympa. pour faire du sport. Alors, moi qui me déplace beaucoup en vélo, j'aime bien aussi me balader au bord du Rhône, que ce soit sur les quais réaménagés ou le long du parc de la Fessine et aller jusqu'au parc de Méribel-Jonage, à l'est, et puis à la confluence, parce que c'est quand même un endroit assez magique d'avoir en pleine ville une confluence d'une rivière et d'un fleuve, et depuis que c'est réaménagé, j'avoue que c'est un endroit assez Est-ce qu'on les appelle toujours, intéressant. on les appelait les eaux bleues à l'époque? C'est toujours le cas? La confluence en elle-même? Oui, on les appelait les eaux bleues quand on a la Méribel-Jonage. Ah, d'accord, Méribel-Jonage. Oui. On n'est pas à la confluence de la Rhône. Ouais. Méribel-Jonage. Le lac des eaux bleues, oui, il y a toujours. Ça existe toujours. Oui, voilà. ça existe toujours, tout à fait. C'est une plongée nostalgique. Pour écouter de la musique. Joker, Non, j'ai bon. pas le temps d'écouter de la musique, j'avoue. Un jardin secret ou quelque chose de très particulier, une adresse comme ça. Que vous aimez particulièrement, voilà. Fan. Eh bien, j'aime bien la librairie Lettres à croquer à Je pensais au Villeurbanne. livre, justement. La librairie, comment, Lettres laquelle à croquer, Très Corémé bien. Zola. 3 personnalités qui seraient incollables, selon vous, sur Lyon. On est dans la réflexion. parce que Ça c'est ne la vous vient pas radio, forcément à mais l'esprit. bon. Alors, je pense à l'ancien président de Lucille, Denis Hérault, qui est en plus architecte Oui, et très tout à fait. intéressé Absolument. au patrimoine. Voilà, un collab sur Lyon. Après, je pense que par rapport à l'allusion que vous avez faite à la ville du cinéma, je pense que Thierry Frémaux est aussi dans un autre genre assez incollable. Et j'aimerais bien trouver une femme quand même. Eh oui, la parité, il faut absolument... On va l'écouter même d'ailleurs tout à l'heure. Ah bon, on va écouter une femme Anne-Sophie sur Clémenceau, Lyon. par exemple. Ah bah oui, bah voilà, très bien. Très bien. Voilà. Et puis alors, Transition. dernière chose, si l'on ferme les yeux et qu'on pense à Lyon en 2030, comment vous l'imaginez? Ben, par rapport à ce que vous venez de dire sur la planète qui devient invivable, je pense qu'il faut qu'on soit dans une ville vraiment apaisée, respirable, végétalisée, où dans la rue on se sente bien, où on se sente en confiance, une ville amie des familles, où il y a toutes les générations dans l'espace public, qui sera généreux en espace vert, en arbres, en luxuriance, en bâtiments agréables à vivre. Merci beaucoup Béatrice Bessillier de vous être prêtée à ce jeu des indiscrets, des Limo, des bonnes adresses effectivement. On va justement passer aux indiscrets de Limo, qui est un petit reportage sur lequel en fait on s'est dit, avec 2000 ans d'histoire, quand même, un âge d'or de la Renaissance, un passé trouble, des ennemis de violence, des turbulences religieuses, bref, le tumulte de la Révolution française. Lyon s'est forgé, on est d'accord, une identité très affirmée, une ville aux 2 collines, mais aux 1000 visages. Pour essayer de comprendre comment Lyon s'est façonné,
on s'est permis d'appeler une personne, on l'a enregistré d'ailleurs hier en reportage, qui va nous parler des grands personnages décisifs et qui ont marqué un tournant dans la ville. C'est l'historien spécialiste de la lyonitude, vous savez que c'est lui qui a inventé le terme. Il s'appelle Bruno Benoît et il nous explique tout ça au micro de Fanny Bourdin. Les clés de la ville, les dessous de la ville. Nous sommes place Bellecour avec un historien, grand spécialiste de la ville de Lyon, mais aussi prof émérite à sciences politiques. Bruno Benoît, bonjour. Bonjour. Que s'est-il passé place Bellecour? Cette place Bellecour, outre le fait qu'elle est une belle cour, c'est-à-dire une décision de Louis XIV, quand le jeune Louis XIV vient à Lyon, il voit que cette place, qui n'était pas du tout dans l'état où elle est aujourd'hui, mérite de ne pas être construite dans une ville qui est une ville très dense. Très très dense en habitat, puisqu'on peut estimer qu'à l'époque de Louis XIV, au XVIIe siècle, la ville de Lyon avait à peu près 70 000 habitants au kilomètre carré. C'est-à-dire à peu près une densité de Hong Kong. Et donc c'était une ville très... Donc il estime que pour une question, on ne parle pas d'hygiénisme à l'époque, mais pour une question d'aération, cette place restera une belle cour et rien n'y sera construit. À part ces deux petits bâtiments qu'on voit, qui sont des bâtiments qui ont été construits, mais qui ne sont pas des bâtiments d'habitation. D'où, cette belle cour, comme Louis XIV a désigné, on a construit, la première statue a été édifiée en 1715, et elle a été démolie sous la Révolution, et la deuxième a été établie en 1825. Voilà. Donc cette place est appelée place Bellecour, place Louis XIV, place de la Révolution, à nouveau place Bellecour. Voilà. Comment et pourquoi appelle-t-on Lyon la ville lumière? La ville lumière, peut-être un peu au départ, imaginons que cette ville, qui est une ville entre le nord et le sud, donc une ville médiane, 45e parallèle est juste au sud de Lyon, c'est une ville de ciel, et si Turner était venu ici, il aurait fait des magnifiques ciels, mais c'est une ville aussi, premièrement parce qu'il y a les frères Lumière, qui ont inventé le cinéma en 1895. C'est la fête des Lumières, qui date depuis 1852 et qui est une fête des Lumignons. Et donc, l'université a pris le nom de Lumière, sans faire référence ni à l'un ni à l'autre. Donc, la ville Lumière fait partie... Ça tient davantage, bien évidemment, à la fête des Lumières du 8 décembre qu'aux frères Lumière, même si après on les a rajoutés pour donner une caution scientifique et industrielle. Alors cette fête des Lumières, elle a connu plusieurs épisodes. C'est une fête au départ très populaire et religieuse, en l'honneur de la Vierge, qui nous domine depuis Fourvière, pour la statue de la Vierge qui avait été inaugurée. Et les Lyonnais, en hommage à cette Vierge qui a protégé Lyon contre pas mal de choses mal qui auraient pu s'y produire, on a fait cette fête du Lumignon. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'est toujours intéressant d'écouter comme ça parfois dans la ville. Moi, j'avoue que, étant né à Lyon et ayant grandi ici, j'apprends des choses en étant parti depuis 30 ans. Même en tant que régional de l'étape. Même en tant que régional de l'étape. Je suis sûr qu'ici, il y a des Lyonnais qui peut-être découvrent certaines choses. Soyez honnêtes. Voilà, il y a des gens qui découvrent aussi quelques éléments de cette histoire, même à Paris, d'ailleurs, où je vis maintenant depuis très longtemps. Je peux vous dire, par exemple, la Tour Eiffel, j'y suis allé 2 fois en 33 ans. Ouais, comme quoi, finalement, on découvre sa ville en partant quelque part. Pour compléter ce point de vue, Béatrice, et pour mieux déceler les diverses facettes lyonnaises, on a rencontré une femme extraordinaire. Elle s'appelle Anne-Sophie Clémençon, vous la connaissez bien. Elle est spécialiste de l'architecture lyonnaise. Elle a été d'ailleurs l'une des premières à avoir écrit sur le concept de la ville ordinaire. Alors j'aime beaucoup cette idée, parce qu'on peut aussi la mettre en relief à un autre livre que je vous conseille de lire, d'un philosophe de l'urbain qui s'appelle Thierry Pacaud, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Les désastres urbains » ou l'art de la sieste. Et c'est extraordinaire, je vous l'enverrai si vous ne l'avez pas lu, il est formidable. Alors elle parle du bottom-up, vous savez, du construction du bas vers le haut. Elle était au micro de Fanny Bourdin, et elle va nous dévoiler les petits secrets de l'architecture lyonnaise, avec derrière, bien sûr, l'histoire d'un grand monsieur, il s'appelait Tony Garnier. Les clés de la ville, les murs ont des oreilles. Anne-Sophie Clémençon, bonjour. Bonjour. Vous êtes une spécialiste du patrimoine lyonnais et de l'architecture. Tout à fait. Est-ce que la ville de Lyon a des spécificités architecturales? Oh oui, elle en a beaucoup. Elle a un des plus beaux quartiers anciens du Moyen-Âge et même après d'Europe, on peut le dire. Elle a un très très beau patrimoine 19e siècle. Très beaux immeubles du 19e siècle. Les hospices civils de Lyon ont possédé à un moment presque la moitié de la ville. Ils ont fait une politique très particulière. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Tony Garnier.
Tony Garnier qui est très connu, mondialement connu pour avoir écrit un livre qui s'appelle La Cité industrielle. Et il a construit seulement à Lyon. C'est malheureux. C'est malheureux. Et pourquoi il a construit qu'à Lyon? Je pense parce qu'il était lyonnais d'origine et qu'il aimait beaucoup cette ville. Et surtout qu'il a trouvé dans le maire, Édouard Herriot, quelqu'un qui l'a fait travailler. C'est un patrimoine qui est très peu connu, qui est mal reconnu, qui est mal aimé, surtout par les politiques, et qui du coup est en train de s'effacer de nos mémoires et de la réalité. Petit à petit, on le grignote, on l'abîme, on le supprime, on le détruit. Et il en reste encore un petit peu et il faut se battre pour ce qui reste. Et qu'est-ce qui reste? Vous vous battez pour quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on se bat pour l'ensemble du patrimoine Tony Garnier, mais on se bat aussi pour la piscine de Gerland, qui est un très très beau bâtiment que je vous ai montré en photo tout à l'heure et qui risque d'être détruite, tout simplement. Comment ont-ils réussi à l'époque à construire entre deux collines, un fleuve et une rivière? Alors, au début, ça n'a pas été trop difficile parce que c'était une petite ville. Le problème s'est posé à la fin du XVIIIe siècle, quand la ville a commencé à s'étendre au sud et à l'est. Et là, eh bien, il a fallu franchir le Rhône en particulier. Et ça a été très difficile parce que le Rhône est un fleuve vigoureux. C'est un fleuve très fort et qui envahissait régulièrement la plaine. Je vous conseillerais d'abord de monter à Fourvière pour voir la vue depuis Fourvière, qui est une vue magnifique. Après, je vous conseillerais, si vous êtes un peu fort, un petit peu sportif, de monter l'autre colline qui s'appelle la Croix-Rousse et de cette colline de descendre par les traboules. Vous savez ce que c'est les traboules? Les traboules, ce sont les petits chemins qui traversent en fait les immeubles et qui sont uniquement piétons. Et c'est un endroit magnifique avec des vues très très intéressantes et aussi des ambiances particulières. Après, je vous dirais aller dans le Vieux-Lyon, bien évidemment, c'est un grand moment le Vieux-Lyon. Et puis je vous demanderais aussi de vous perdre sur la rive gauche du Rhône pour voir les très très beaux immeubles art déco, les très beaux immeubles du 19e siècle, et puis surtout de voir tout le patrimoine Tony Garnier, de venir voir l'exposition Tony Garnier qui est jusqu'au 2 janvier ici à la Bibliothèque municipale de Lyon et que vous pouvez voir aussi en ligne si vous ne pouvez pas venir à Lyon. Merci beaucoup Anne-Sophie Clémenceau. De rien. Au revoir. Au revoir. Béatrice Vessillet, je vous ai vu réagir, vous avez fait la moue notamment quand il a été question de Tony Garnier et les politiques. Pourquoi ? En tout cas, effectivement, Tony Garnier, c'est un grand architecte. On lui doit l'hôpital Édouard Herriot, la halle Tony Garnier, le quartier des États-Unis dans le 8e. Et si j'ai un peu hésité, j'ai mieux compris après quand elle a parlé de la piscine. Et du coup, je le garde dans un coin parce qu'effectivement, je crois qu'il faut garder tout ce patrimoine de Tony Garnier. Mais si je tiquais, c'est parce que, par exemple, les logements sociaux du boulevard des États-Unis, 1500 logements sociaux de Tony Garnier, on a mis justement en éco-rénovation, on est en train de mettre avec un des bailleurs sociaux qui gère ces logements, un montant de travaux très important pour à la fois faire de l'éco-rénovation, mais à la fois respecter le patrimoine de Tony Garnier. Donc, on a une attention au patrimoine de Tony Garnier, l'hôpital Édouard Herriot aussi, qui est toujours un hôpital en fonctionnement, qui est très compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout un modèle de petit pavillon, c'est plus du tout l'hôpital moderne dont les médecins ont besoin, mais malgré tout, il fonctionne et il y a eu des rénovations, réhabilitations qui tiennent compte de l'œuvre de Tony Garnier. C'est très important. Donc, sur la piscine, vigilance, c'est la raison. Merci beaucoup. Ensuite, effectivement, c'est un entretien extrêmement intéressant qui a été mené par Fanny Bourdin. On va poursuivre sur quelque chose de plus consommable, n'est-ce pas, Olivier? Oui, alors là, effectivement, Fanny, bravo, Fanny, où est-elle? Fanny, elle est ici, non, on ne la voit plus, si, elle est là. Alors, Fanny Bourdin qui a poursuivi son périple lyonnais en s'arrêtant dans un bouchon, Sylvain. On ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas faire autrement. Non, c'est vrai. Passage obligé. Donc Guignol, la belle cour. Alors, le pourquoi du comment, l'histoire, les petites anecdotes. Benoît Josserand, le président de l'association des bouchons lyonnais, nous explique tout ça. Les clés de la ville, la concierge est dans l'escalier. Nous sommes avec le président de l'association des bouchons lyonnais et l'heureux propriétaire du bouchon, le Café du Jura. Benoît Josserand, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'un bouchon lyonnais exactement? Un bouchon lyonnais, c'est un établissement typique de Lyon. C'est un petit établissement, des tables assez rapprochées les unes des autres, la présence du patron dans la salle avec sa gouaille, son caractère, la présence d'un bar bien matérialisé sur lequel on peut
sa coudée, et puis tous les plats typiques que l'on retrouve à Lyon, la quenelle, le gâteau de foie de volaille, le gras doublé à la lyonnaise, la tarte à la praline, etc. Et puis surtout, c'est les clients qui font qu'on est d'un bouchon lyonnais, c'est cette proximité, cette mixité sociale que l'on peut retrouver chez nous. Alors Lyon, depuis à peu près 15-20 ans, grâce à l'Office de tourisme et sa marque Only Lyon, a fortement développé le tourisme à Lyon. D'abord tourisme d'affaires, puis maintenant un tourisme de court séjour. Et Lyon a toujours été vendu comme capitale mondiale de la gastronomie par le critique culinaire Kurnansky. Et en fait, on s'est aperçu que les touristes, quand ils venaient à Lyon, ils avaient deux choses à faire, un bouchon lyonnais et Bocuse. Et en fait, l'Office de tourisme et Only Lyon a vraiment valorisé cette image de bouchon lyonnais, de convivialité, de restauration populaire, mais également authentique. Et les touristes sont en demande. Alors l'association, à ce jour, les bouchons lyonnais représentent une vingtaine de restaurants. C'est plutôt fluctuant avec ceux qui arrêtent, ceux qui vendent et qui veulent participer à l'aventure. Et on est tous contents de vouloir avancer dans le même sens, c'est-à-dire promouvoir et développer notre savoir-vivre et notre gastronomie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Toujours intéressant, effectivement, de parler de la tradition. Et effectivement, on peut être, Béatrice Vessier, écologiste et être ancré dans la tradition. Je vous provoque un peu, hein. Oui, moi j'aime bien aussi les bouchons lyonnais, mais parfois il y a un peu trop de charcutaille. Alors voilà. Alors effectivement, moi je voudrais quand même qu'on ait une petite pensée pour nos amis restaurateurs. Tout à fait. Qui souffrent beaucoup. Je sais que c'est un souci que vous avez aussi à la métropole. Oui. Et quel que soit le bord politique que nous avons, on est tous solidaires. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, la solidarité, c'est pas un vain mot. Justement, on est ici chez Sixième Sens et Nicolas Gagneux, c'est quelqu'un de très engagé. Vous savez, pour aider les personnes, c'est quelqu'un qui considère que ce qu'il a gagné, ce qu'il peut effectivement construire, eh ben, il a aussi ce souci de le partager, notamment avec la Duchère, par exemple. Ça vaut la peine de donner un sens à tout cela, parce que je pense que si chacun à notre niveau, si on donnait un petit peu de sens à tout cela, ça serait pas mal. Justement, j'en profite, si tu veux bien, Olivier, pour annoncer, parce que nous sommes le 22 octobre, pour la diffusion de cette émission, que le 5 novembre, il y a la journée Solidarité Logement, où l'urgence de toutes les solidarités. J'ai le plaisir, moi, d'être au conseil d'administration de la fondation I Love You, sous l'égide de la Fondation de France, qui lutte contre le mal logement. Et je pense que les professionnels ici qui nous écoutent ont tous à cœur aussi de partager et d'essayer d'équilibrer de façon solidaire les enjeux majeurs qui nous attendent. Et Dieu sait qu'en ce moment, l'anxiété est constante. Oui, sur ce plan-là, je disais qu'on a la volonté de produire plus de logements sociaux, mais on veut développer aussi ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire, et dans un certain nombre de bâtiments inoccupés ou de terrains qui appartiennent à la métropole, on va travailler avec des associations et la métropole en compte de nombreuses dans ce domaine-là, des associations pour faire de l'hébergement d'urgence ou transitoire, en plus évidemment des programmes de logement familiaux. Moi je pense que c'est aussi ce qui qualifie notre pays, le souci effectivement d'un équilibre subtil parfois sur lequel on se préoccupe des citoyens. C'est presque un droit universel à avoir un toit, mais pas qu'un toit, c'est un toit digne. Tout à fait. Parce que 3 feuilles de tôle, ça fait un toit, mais c'est pas digne. On est d'accord là-dessus ? Et on est d'accord, et on a effectivement un certain nombre de squats dans la métropole qui nous préoccupent beaucoup et sur lesquels on travaille avec l'État, qui doit aussi prendre ses responsabilités. Là, on est en discussion pour trouver des solutions sur un certain nombre de situations. Alors, un ton grave, des tons légers, c'est un peu ce qui fait le sel de l'émission. Merci beaucoup, Béatrice Vessier. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la métropole en charge de l'urbanisme. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous, n'est-ce pas, Olivier ? C'était formidable, c'était très bien cette seconde émission à Lyon, sous vos applaudissements. Merci à vous de l'invitation. Merci en tout cas, et on peut juste rajouter donc merci à vous. Après Nantes, après Lyon, on sera à Paris le mois prochain, puis ensuite à Marseille en décembre, et puis 2021, Toulouse, Lille, ce sera en février, le mois de mars avec la ville de Caen, et puis ensuite Bordeaux, Annecy, Montpellier, Clermont-Ferrand. Voilà un sacré programme pour ce Tour de France de l'immobilier. Merci encore Béatrice Vessier. Merci à vous. On va devenir des saltimbanques de la radio, ça nous plaît beaucoup, n'est-ce pas, Olivier ? Voilà, on va poser nos valises dans les territoires, et je dirais que les territoires comme la ville de Lyon a un incroyable talent. Je vous dis à toutes et à tous merci, et au mois prochain. Merci. Les Clés de la Ville, en direct de Lyon, une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier Amepi, Maxime.fr et Arkea Banque.
Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de téléchargement.